Salut à tous, et dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour une vidéo de droit administratif un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Le droit administratif, c'est une branche du droit public qui concerne non seulement le fonctionnement de l'administration, mais aussi les relations entre l'administration et les particuliers. Alors prenons deux exemples pour montrer à quel point le droit administratif nous concerne quotidiennement. Le Premier ministre souhaite prendre un décret parce qu'il souhaite réglementer l'importation et l'exportation de licornes. Il devra donc respecter une procédure pour prendre son décret. Il devra notamment, sans doute, demander l'avis de telle ou telle institution. Par exemple, demander l'avis du Conseil d'État. Ça, c'est le droit administratif. Ensuite, vous demandez un permis de construire car vous voulez construire votre magnifique piscine à débordement de vos rêves. La mairie vous refuse le permis de construire et vous voulez attaquer ce refus car vous considérez que ce refus est injustifié. Vous allez donc devoir respecter toute une procédure administrative pour pouvoir contester ce refus. Et ça, encore, c'est du droit administratif. Contrairement à de nombreux autres domaines du droit, le droit administratif, c'est un droit principalement jurisprudentiel, car ce droit administratif est fixé par des décisions rendues par les tribunaux administratifs. On se souvient d'ailleurs que le droit administratif a son propre ordre de juridiction, à côté de l'ordre judiciaire. C'est ainsi que l'arrêt Dame Lamotte, par exemple, rendu par le Conseil d'État en 1950, a posé le principe selon lequel il existe un principe général du droit qui impose l'existence d'un droit au recours contre une décision administrative. Et cela, cet arrêt Dame Lamotte, c'est donc une règle, on va dégager une règle de cet arrêt, règle qui est donc dégagée de la jurisprudence et qui va former le droit administratif. À proprement parler, si vous allez sur Légifrance, vous verrez qu'il n'existe pas de code administratif. Après, je sais que Dalloz a fait un code administratif, mais il n'est pas officiel, c'est juste une compilation des différents textes et jurisprudences importantes en matière administrative. Chaque jour, de nombreuses décisions sont rendues par les tribunaux administratifs, et les plus importantes d'entre elles, celles qui fixent les grands principes, se trouvent dans le célèbre GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, le recueil des grandes décisions du droit administratif. Là encore, ce recueil n'est pas officiel. Attention, il faut toutefois relativiser le fait que le droit administratif soit un droit jurisprudentiel, dans la mesure où on observe ces dernières années une tendance à la codification de ce droit. Ainsi, par exemple, l'essentiel de la procédure contentieuse administrative se trouve aujourd'hui dans le Code de justice administrative, que vous pouvez consulter, que vous pouvez retrouver sur Légifrance. Alors, le droit administratif, c'est donc le droit de l'administration. Mais de quoi est composée l'administration? Eh bien, dans l'administration, on trouve toute une série d'entités, de personnages qui agissent au nom et pour le compte de l'État, font donc partie de l'administration le Premier ministre, les ministres, les préfets ou encore les maires. Ce sont toutes des autorités administratives. Ainsi, par exemple, le créateur du handspinner rouge va vouloir venir faire une petite conférence pour vanter les mérites de ce handspinner rouge par rapport au handspinner bleu. Bon. Le maire de la commune où va se dérouler la conférence, conscient de la rivalité qui existe avec les handspinners bleus, il va vouloir interdire la conférence car il a peur qu'il y ait des débordements. Il va donc prendre un arrêté municipal pour interdire cette conférence et pour protéger l'ordre public. Et comment qualifier en droit, comment qualifier juridiquement un arrêté municipal? Eh bien, un arrêté municipal, en fait, c'est un règlement. Et on se souvient que le règlement, il a une place dans la hiérarchie des normes. Les règlements se trouvent en dessous de la loi dans la pyramide des normes. Selon quelle scène, chaque norme inférieure doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Cela veut donc dire que les règlements, arrêtés, décrets, doivent être conformes à la loi, aux principes généraux du droit, aux traités internationaux et au bloc de constitutionnalité. Et donc l'arrêté de notre maire doit donc être conforme à l'ensemble de ces normes. C'est ce que l'on appelle le principe de légalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de légalité peut potentiellement avoir deux sens. Le principe de l'égalité au sens strict, ça pourrait donc vouloir dire qu'une norme doit être conforme à la loi uniquement, parce qu'on parle de la légalité, donc de la loi. Mais ce n'est pas le sens que l'on retient en droit administratif, puisqu'en droit administratif, on retient
un sens large, une conception large du principe de l'égalité. Cela veut dire que les règlements doivent être conformes non seulement à la loi, mais également au PGD, donc principes généraux du droit, aux traités internationaux et au bloc de constitutionnalité. Ainsi, par exemple, le maire a donc pris un arrêté municipal pour interdire la conférence du MEC. Cet arrêté, qui est un règlement, doit être conforme à l'ensemble des normes dont on a parlé, loi, constitution, etc. Celui qui devait faire sa conférence, qui ne comprend pas l'arrêté d'interdiction, va vouloir attaquer l'arrêté, puisque pour lui c'est contraire à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un principe que l'on retrouve dans les traités internationaux, par exemple dans la Convention européenne des droits de l'homme, et dans le bloc de constitutionnalité, puisque je vous rappelle que la liberté d'expression se trouve dans la DDHC, donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC qui figure dans le bloc de constitutionnalité. Donc ce mec-là va donc vouloir attaquer l'arrêté municipal par le biais de ce que l'on appelle un recours pour excès de pouvoir, car cet arrêté violerait la légalité au sens large. Et le juge administratif va vérifier alors si l'arrêté qui a été pris par le maire, c'était la seule et l'unique solution pour éviter des troubles à l'ordre public. Ainsi, le juge administratif va se demander s'il n'y avait pas d'autres mesures pour éviter ces troubles. Il faut toutefois faire attention à une chose. Tous les actes unilatéraux pris par l'administration ne sont pas forcément susceptibles d'être attaqués devant le juge administratif. En effet, de manière générale, deux types d'actes sont inattaquables devant le juge administratif. On a tout d'abord les actes de gouvernement, qui sont, en raison de leur caractère fortement politique, inattaquables. Ainsi, on ne pourrait pas avoir un recours pour excès de pouvoir, un REP, contre la décision du président de la République de recourir au pouvoir exceptionnel de l'article 16 de la Constitution. Par ailleurs, ce que l'on appelle les mesures d'ordre intérieur sont elles aussi inattaquables. Ce sont des décisions tellement peu importantes que le juge administratif a estimé qu'il était inutile qu'elles puissent attaquer par un REP. En fait, ce sont des mesures qui sont prises à l'intérieur d'un service et qui visent à aménager et à faciliter le fonctionnement de ce service. Ainsi, par exemple, en matière d'enseignement, le juge administratif a considéré que l'interdiction qui avait été faite à des filles, les élèves filles, de porter un pantalon en classe, c'était inattaquable, cette interdiction était inattaquable puisque c'était une simple mesure d'ordre intérieur. De la même manière, le juge administratif a considéré que la décision d'affectation dans un groupe de TD était une mesure d'ordre intérieur. On ne pourra donc pas l'attaquer devant le juge administratif. Parlons désormais des fonctions de l'administration. Eh bien, l'administration a deux principales fonctions. Une fonction de police administrative. En cela, l'administration peut interdire ou autoriser une activité. C'est ainsi que le maire va pouvoir venir interdire une conférence en utilisant ses pouvoirs de police administrative au nom de la protection de l'ordre public. Et la police administrative a donc une fonction de prévention. Elle intervient avant, en amont de l'activité, avant l'éventuelle infraction. Le maire intervient avant la tenue de la conférence pour éviter tout problème. La police administrative se distingue de la police judiciaire, qui elle intervient après la commission d'une infraction. La police judiciaire, exemple la police nationale, la gendarmerie, a davantage une fonction de répression de l'infraction. Elle intervient postérieurement, elle intervient après l'infraction. Mais alors, quel est l'intérêt de distinguer police administrative et police judiciaire? Eh bien, en droit français, on distingue deux ordres de juridiction. L'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et chaque ordre de juridiction a ses propres règles particulières. Parfois, lorsque vous avez un problème avec vos droits, vous pouvez donc vous retrouver soit devant l'ordre judiciaire, soit devant l'ordre administratif. Et on retrouve cette problématique en matière de police, puisque si un problème concernant la police judiciaire survient, ce sera de la compétence des tribunaux judiciaires. En revanche, si un problème concernant la police administrative survient, ce sera de la compétence des tribunaux administratifs. On retrouve cette même dualité à propos de la seconde fonction principale de l'administration, puisqu'en effet, l'administration remplit une mission de service public. L'administration, l'État, fournit des biens et des services aux particuliers pour satisfaire l'intérêt général. Mais alors c'est quoi un service public? Eh bien un service public, c'est une activité d'intérêt général qui est soit assurée par l'État ou une collectivité publique, soit assumée par eux. Ainsi, dans la plupart des cas, c'est bien une personne publique, exemple l'État, qui exerce directement l'activité de service public. Ainsi, c'est bien l'État qui s'occupe
en général, je parle bien en général, du service public de l'enseignement, même si, bien entendu, il y a des écoles privées. Il ne faut toutefois pas oublier qu'un organisme privé peut être également chargé d'une mission de service public. Attention toutefois, cela n'est cependant possible qu'à la condition que cet organisme privé soit rattaché à une personne publique. Et dans cette hypothèse, l'État va alors déléguer des missions de service public à des personnes privées. Ce qu'il faut dire également à propos de ces services publics, c'est qu'ils sont soumis à des règles communes. Ils doivent obéir à des principes communs, quelle que soit leur nature. Tout service public doit obéir aux principes d'égalité, de continuité, de mutabilité, de neutralité. Voilà. Chaque service public doit obéir à l'ensemble de ces principes. Par ailleurs, on l'a dit, l'administration prend généralement des actes administratifs unilatéraux. D'ailleurs, le droit administratif est fortement marqué par l'unilatéralisme. L'État impose sa volonté aux particuliers de manière unilatérale. Ainsi, par exemple, lorsque le maire interdit la conférence sur sa commune, il ne négocie pas, il impose sa volonté de manière unilatérale. L'arrêté municipal, c'est un acte administratif unilatéral. Et la seule façon de le discuter, c'est d'agir devant les tribunaux administratifs. Pour autant, il ne faut tout de même pas oublier que les personnes publiques, notamment l'État, sont titulaires de la personnalité juridique. Et à ce titre, elles peuvent donc passer des contrats pour telle ou telle chose. Ainsi, par exemple, lorsque l'État entreprend la construction d'une autoroute, ce n'est généralement pas lui qui fait la construction. Il va demander à un prestataire de service, par exemple une société privée, de venir faire la construction. Pour cela, l'État va faire un marché public, il y aura toute une procédure à respecter afin de ne pas avoir de problème de concurrence et donc de ne pas avantager telle ou telle entreprise, par exemple. Le marché public, eh bien, c'est un contrat administratif. Et puis il en existe d'autres des contrats administratifs. Lorsque l'administration délègue un service public à une société privée, elle passe là encore un contrat administratif. Et de manière générale, l'ensemble des contrats administratifs obéissent à des règles qui sont dérogatoires de celles que l'on connaît en droit civil. En effet, concernant le régime de ces contrats administratifs, on remarque un fort déséquilibre de la relation contractuelle au profit de l'administration et au détriment du co-contractant. Ainsi, par exemple, l'administration peut modifier, elle peut résilier même unilatéralement le contrat, ce que le droit civil interdit par principe. Enfin, il faut dire quelques mots de la responsabilité administrative. Imaginons qu'on doit vous opérer pour un truc bénin à l'hôpital, vous allez à l'hôpital public et sur place, vous contractez une maladie grave. Vous allez donc avoir envie d'engager la responsabilité de l'hôpital en raison de cette nouvelle maladie que vous n'aviez pas en arrivant à l'hôpital. Étant donné que l'hôpital est un hôpital public, vous allez donc engager la responsabilité de l'État. Il peut également arriver que vous devez vous rendre à la préfecture pour des papiers. Sur place, un agent de la préfecture tient des propos très injurieux à votre égard, c'est très problématique. Vous allez donc vouloir engager la responsabilité de cet agent de préfecture. De plus, étant donné que cet agent est de l'administration publique, vous allez donc vouloir engager la responsabilité de l'État. Ainsi donc, la responsabilité de l'État peut être engagée dans de nombreuses hypothèses, et en matière de responsabilité publique d'ailleurs, on distingue deux types de responsabilité. La responsabilité pour faute. Dans ces cas, on devra prouver une faute de la part de l'administration. Vous devrez notamment prouver une faute lorsque vous êtes victime d'un dommage causé par un ouvrage public. Par exemple, si sur la route il y avait une importante couche de mazout et que vous avez eu un accident. Ensuite, deuxième type de responsabilité, la responsabilité sans faute. Dans ce cas, la victime du préjudice n'aura pas à démontrer que l'administration a commis une faute. Vous n'aurez rien à prouver lorsque, par exemple, survient une explosion d'un fort militaire qui est à côté de chez vous et que votre maison a subi de lourds dommages, de lourds préjudices. Voilà les amigos, j'en ai terminé pour cette vidéo d'introduction au droit administratif. Dites-moi ce que vous en avez pensé sincèrement et surtout mettez-moi un pouce bleu si cela vous a vraiment été utile. Ça m'encourage à continuer à faire ce genre de vidéos et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager auprès de ceux qui vont rentrer en L2 l'année prochaine. Allez, ciao bye les amigos.